Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va aborder les études de Vincent Line concernant une zone de recherche qu'il préconise pour trouver le MH370. Alors, cette vidéo, cela fait déjà quelques mois que je la prépare. Pourquoi? Parce que cet été, à l'été 2024, plusieurs articles sont parus dans des médias sur Internet affirmant avec une grande confiance que Vincent Line avait trouvé où se trouvait le MH370. Alors, comme toujours, il faut relativiser l'engouement des médias, mais aussi de certaines personnes travaillant sur le MH370, car on assiste depuis déjà quelques années à une bataille entre plusieurs groupes pour savoir qui aurait la piste la plus intéressante pour déterminer une zone de crash dans le cas de la possible reprise des recherches. Donc c'est un peu une surenchère à laquelle on assiste entre ces différents groupes. On a par exemple l'Independent Group de son côté, qui recommande de vérifier certains endroits déjà explorés. Richard Godfrey, qui a une confiance totale en sa méthode sur le WSPR. J'en ai traité déjà dans plusieurs vidéos, pour vous dire que je suis très dubitatif dessus. On a également Kadri, qui s'appuie sur des détections acoustiques. Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, qui ont défini une trajectoire dans l'océan Indien. Et maintenant, David Line, qui se base sur plusieurs éléments, comme on va le voir. Bref, tout le monde y va de sa théorie et n'hésite pas à user de superlatifs pour vanter sa méthode qui serait plus fiable et crédible que les autres afin d'être sélectionné pour la zone de recherche. Mais il faut quand même faire le tri dans toutes ces théories. Alors pour l'instant, au niveau des recherches, c'est toujours le silence radio du côté des Malaisiens. On espérait voir les recherches reprendre en ce mois de novembre 2021 et au final, rien n'a bougé. Mais cette reprise des recherches fera l'objet d'une autre vidéo à paraître prochainement pour que vous puissiez avoir tous les détails quant à ce retard dans la reprise des recherches. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes les études de Vincent Line. Alors, on ne va pas y aller tous dans le détail, on va au moins surtout les résumer, car sinon on en aurait pour un moment. Quand ces articles de presse de Line sont parus, plusieurs personnes m'ont justement demandé mon avis. Alors, j'ai souhaité temporiser mon jugement car j'avais lu des études de Line précédemment, mais je savais que Line n'était pas à sa première étude. Donc si je voulais vous faire une analyse complète, il fallait que je reprenne toutes ces études afin de retracer son raisonnement et évaluer son travail. Parce que c'est la base justement d'une analyse. Je ne vais pas faire une analyse juste sur ce que je pense, de ce que je peux lire dans un article. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retracer le début de ses travaux et de voir l'évolution de son raisonnement et de voir les arguments qu'il peut utiliser. Donc c'est aujourd'hui chose faite. Donc on va pouvoir regarder un peu plus en détail tout ce que nous dit Vincent Line sur ses études. Alors d'abord, qui est Vincent Line? Alors avant de parler de ses travaux, il faut d'abord présenter un minimum Vincent Line, car ce n'est pas quelqu'un sans expérience. Il faut noter qu'il dispose de compétences qui peuvent s'avérer intéressantes dans le cas du MH370. Toutes ces publications ont été publiées sur le site ResearchGate, un site où des scientifiques publient leurs travaux, ce qui est en apparence déjà un gage de crédibilité et de sérieux. Vincent Line travaille d'ailleurs au sein de l'Université de Tasmanie en Australie. Il a notamment travaillé sur des études océanographiques et a ainsi des contacts avec plusieurs personnes australiennes ayant participé officiellement aux recherches du MH370. Sa compétence est donc surtout dans le domaine de la dérive des débris, qui peut, il faut le reconnaître, s'avérer intéressant dans le cas du MH370. Alors, quelles sont les études de Vincent Line que l'on a sous le nez? Combien y en a-t-il? Eh bien, en fait, on va avoir 5 publications en 2021, 2 en 2022, 6 en 2023 et 5 en 2024. Donc, vous voyez qu'on a quand même de quoi faire. On a au total 18 études à lire. Si je voulais vous faire une analyse suffisamment précise, il fallait donc que je reprenne ces 18 études. Et mon constat est qu'il y a des approches intéressantes sur certains points et des erreurs d'interprétation sur d'autres, comme vous allez le voir. Alors, quelle est la théorie de Vincent Line? Comme toujours, dans ce genre d'études,
on parle de théorie. Et il faut bien comprendre que dans le cas du MH370, il nous manque certaines pièces du puzzle. Il faut donc combler ces trous lacunaires par des hypothèses. Donc, quelles sont les hypothèses de départ de Vincent Line dans son étude? Eh bien, déjà, un acte volontaire. Pour Vincent Line, cet appareil a été détourné par le commandant de bord et c'était un acte prémédité. Alors vous me direz, ça part plutôt bien puisque je suis d'accord avec cette piste. Il propose donc que la fin du vol de l'avion ait été pilotée en opposition à la théorie officielle d'un avion non piloté qui se serait écrasé à grande vitesse. Line n'adhère pas à la théorie officielle, comme on va le voir. Alors je suis d'accord avec lui, mais vous allez voir que sur la façon dont il démontre, je suis très loin d'être d'accord. Donc il va falloir aller un peu plus loin dans les suppositions, dans ce qu'il considère. Selon lui, l'acte du pilote avait pour but qu'on ne retrouve jamais l'avion. Et le pilote aurait volontairement cherché un endroit suffisamment profond pour s'en assurer. Dans l'idée, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Je pense aussi que le pilote ne voulait pas qu'on retrouve l'appareil. Il a considéré que le pilote avait pris comme référence la ville de Penang, où il avait grandi, et il a regardé sur le méridien en allant plein sud pour tomber sur la faille océanique de Breckenridge. Et Line s'est alors mis en tête que c'est là qu'il a voulu aller cracher l'avion. Sauf qu'il y a déjà une chose qu'il constate, c'est que son point d'aboutissement est très à l'est de la trajectoire supposée de l'avion, mais aussi, on le verra, du 7e arc. Line a donc tordu certaines informations pour définir une trajectoire amenant à son point d'impact. Et c'est là, selon moi, la première erreur que fait Line dans son travail. Partir d'une supposition et faire en sorte de faire correspondre les éléments ensuite, c'est déjà une grosse erreur. Il va commettre plusieurs erreurs en s'enfermant justement dans cette hypothèse. Comme on peut le voir sur cette image, l'avion a une route au sud jusqu'au 6e arc. Mais ensuite, selon Line, il aurait viré vers l'est pour rejoindre le point désiré sur la faille de Breckenridge. Line affirme qu'il y a plusieurs raisons à cela et ses études ont toutes quasiment pour but de nous prouver qu'il a raison. La première chose que fait Line dans ses toutes premières études, c'est de prouver que la théorie officielle d'un avion étant au cap sud, au niveau du 7e arc, ne marche pas. Il nous affirme, calcul à l'appui, que l'avion ne pouvait pas être au niveau du 7e arc en ayant gardé une route vers le sud, après le 6e arc, car la vitesse aurait alors été beaucoup trop élevée. Il nous annonce une vitesse de 1024 km/h dans une de ses études. Alors, je ne comprends pas comment Vincent Line a fait ses calculs, car Patrick Lilly et Jean-Luc Marchand n'arrivent pas du tout à une telle vitesse, entre le 6e et le 7e arc. Et connaissant les compétences de pilote de ligne de Patrick, je n'ai aucun doute sur le fait que ses calculs à lui soient corrects. Donc c'est déjà un premier point qui m'interpelle. D'autant que quand on se met du point de vue d'un pilote, lorsqu'on veut atteindre un point, on prend une trajectoire directe et non une trajectoire qui nous amène plusieurs centaines de kilomètres à côté pour bifurquer ensuite. Le pilote avait tout ce qu'il fallait à bord de l'avion pour viser un point qu'il aurait défini sur le FMS et faire en sorte que l'avion se dirige automatiquement dessus. Mais Line a une explication à ça. Selon lui, le pilote aurait voulu rester hors de la détection du radar australien, le JORN, qui est un radar trans-horizon qui voit au-delà de l'horizon. On reviendra sur ce radar JORN un petit peu plus loin. Mais d'abord, ce que Line a tenté de nous démontrer, c'est qu'il y avait une détection acoustique sous-marine qui correspondrait à sa zone de recherche. Et sur ce point, faut reconnaître que Line va prendre quelques libertés en tordant les données acoustiques pour les faire correspondre à sa théorie. Line prend en référence
2 signaux acoustiques qui ont été détectés. Le premier, en adaptant l'origine du signal en considérant qu'il a été émis dans la région de Breckenridge où Line considère que l'avion s'est écrasé. La source a forcément été émise pour lui dans un délai de 10 minutes du dernier ping Inmarsat. Ça reste très empirique, mais c'est surtout très hypothétique. Cela donne pour lui donc un cercle, qui donne un cercle de distance par rapport à l'hydrophone qui a capté ce signal. Et ce cercle, Line va le baptiser le 8e arc. Et ce cercle, justement, passe par l'endroit où Line dit que l'avion s'est écrasé. Alors, pour les signaux acoustiques, il faut comprendre une chose. Quand un signal acoustique est enregistré, on a une heure à laquelle ce son arrive à l'hydrophone. C'est l'heure à laquelle il est enregistré. Mais comme on ne sait pas sa position d'origine, on ne connaît pas sa distance par rapport à l'hydrophone. Donc on ne sait pas non plus à quelle heure ce son a été généré, ni combien de temps il a voyagé dans l'eau avant d'atteindre l'hydrophone et d'être détecté. Ce que je veux faire remarquer ici, c'est que Line joue là-dessus en modifiant l'origine supposée de la source qui a été donnée initialement dans un rapport en annexe du rapport final malaisien de 2018. L'origine ayant été estimée vers les Maldives, ce qui n'était pas du tout correspondant aux données d'Inmarsat. J'ai envie de dire, pourquoi pas modifier ce paramètre-là et de se dire si le son a été émis à une certaine distance. Mais il faut être conscient que l'on fait ici une hypothèse de distance pour voir si ça peut correspondre. Et là, il rajoute en plus l'hypothèse que le pilote aurait volontairement choisi Breckenridge comme lieu d'amérissage. Donc il choisit volontairement une distance qui l'arrange et qui concorde avec sa théorie. Line nous fait aussi un exposé sur la propagation des ondes sonores en milieu marin. Alors c'est très intéressant, c'est complet, c'est toutefois assez technique, et l'application au son supposé du MH370 reste toutefois très subjectif et difficile à prouver. Selon lui, le son pourrait très bien avoir transité via le fond marin pour ressortir à un autre endroit qui serait justement une des zones dans laquelle la zone a été affirmée comme étant l'origine de ce son. Le problème, et il l'explique dans son étude, c'est que le son peut être retardé et réfléchi par des aspects géologiques. Et on peut ainsi avoir plusieurs détections acoustiques qui seraient en fait le même son, mais arrivant à des intervalles de temps différents. Ce qui est exact. Mais dans ces conditions, difficile de dire lequel de ces sons serait celui de l'avion, et surtout si la direction de sa provenance est correcte. Certes, on peut trouver des similitudes dans ses caractéristiques en termes de fréquence, mais il peut se retrouver atténué au point d'être noyé dans le bruit de fond, comme on peut le voir dans l'image ci-dessous. La difficulté supplémentaire, comme l'explique Line, est que le son peut se propager en profondeur pour ressortir à un autre endroit, par exemple sur un pic, comme on le voit dans ce dessin ici. Line utilise cette explication pour justifier que la source sonore captée, qui provenait de la zone de Batavia, pourrait être un son provenant de la faille où se trouverait l'avion. Une méthode discutable consistant à déplacer ainsi la source d'émission à l'endroit où on considère que les données sont plus crédibles selon notre théorie. J'appelle cela tordre les données pour les faire correspondre à sa théorie. Il n'est pas possible de confirmer cette interprétation et je doute qu'elle fasse consensus auprès de spécialistes en hydroacoustique. On a ici une autre image selon ce même principe pour faire correspondre une source qui aurait transité par les fonds marins jusqu'à un plateau pour rayonner sur un point haut. On peut s'interroger sur pourquoi ce point haut et pas un autre. Donc ça reste très subjectif selon moi comme explication. Selon Line, cela amène à la conclusion que l'avion a bien coulé dans la partie la plus profonde de la faille de Breckenridge et qu'une intense explosion a bien eu lieu à 4300 mètres de profondeur. Une explosion.
Quel genre d'explosion serait assez puissante pour dégager une onde sonore de cette nature? Une implosion de la cabine lors de l'augmentation de pression au cours de la descente? Mais il y a une grosse incohérence à cette possibilité dans l'étude de Line. Le fuselage de l'avion s'est visiblement fracturé lors de l'impact avec la surface de l'eau, puisque l'on a des débris qui le prouvent. Donc, le fuselage n'était pas intact quand il a coulé. Il n'y a donc aucune raison que le fuselage implose lorsque la carcasse de l'avion a continué à couler. Les pressions se seraient facilement équilibrées au cours de la descente. Line nous détaille les possibles sources sonores du MH370 sur ce dessin, allant de l'impact avec la surface de l'eau à l'impact avec le fond marin, en passant par notamment des éclatements de pneus. Alors, son explication est globalement viable sur la possibilité d'émission de bruit au cours de ces différentes étapes. Et il nous montre d'ailleurs des indices sur les pneus de l'Air France 447, montrant que les pneus ont bien éclaté lorsque visiblement l'avion a continué à couler sous l'effet de la pression. Mais la question qui est bien plus sujette à interprétation est: ces bruits sont-ils audibles par des hydrophones? Ne sont-ils pas trop faibles pour être masqués par le bruit ambiant de l'océan? Interrogez différents spécialistes et je suis certain que vous n'aurez pas la même conviction entre tous. Un point intéressant, toutefois, est celui de la durée des batteries ULB. Ces balises, qui émettent des pings justement pendant 30 jours. Il explique que les batteries au lithium sont affectées par les températures froides, ce qui a pour conséquence de diminuer l'autonomie de celle-ci de manière assez significative pour n'avoir, ce qu'il estime, environ 70% de la charge initiale de la batterie. Ainsi, une batterie qui aurait 40 jours d'autonomie ne tiendrait alors que 28 jours. 40 jours étant déjà le cas idéal d'une batterie complètement chargée et relativement récente. Il estime qu'on aurait été alors plus proche de 21 jours d'autonomie sur les balises ULB. Alors, si tel est le cas, les recherches ayant commencé dans l'océan Indien au 20e jour, les batteries auraient alors été épuisées quasiment dans la foulée, et donc indétectables. Il étudie aussi la détection du navire chinois, le Haishun 01, qui représente un intérêt pour lui dans son étude. Pourquoi? Eh bien parce que la détection était dans le secteur de Batavia, là où la source sonore aurait pu ressortir du fond marin comme il le dit dans son étude. Cette détection pourrait être, selon lui, la preuve de ce qu'il avance dans sa théorie. Je rappelle que la portée d'une balise ULB est d'environ 2000 mètres, en portée directe, et donc avec une onde sonore qui ne serait pas atténuée. Or là, dans la théorie de Line, on est sur un pic à une profondeur de 2000 mètres environ, mais l'onde sonore aurait déjà voyagé plusieurs milliers de kilomètres dans le sol avant de sortir sur ce pic. Elle a donc forcément été atténuée. Mais ça, Line ne le prend pas du tout en compte. Que l'onde acoustique ait transité sur le fond marin et donc subi de l'amortissement pour ressortir sur un point haut et rayonner ainsi sur 2000 mètres avant d'être soi-disant capté par le Haishun 01 depuis la surface, ça me paraît quand même assez hasardeux. Intéressons-nous maintenant sur le point de Vincent Line, qui est potentiellement un point trop éloigné du 7e arc. Le problème, c'est qu'on est à 420 km à l'est du point supposé sur le 7e arc. Donc pour l'auteur, l'avion a forcément tourné vers l'est. Le pilote aurait volontairement visé la faille pour ne pas qu'on retrouve l'avion. Pourquoi pas? Cependant, je trouve assez étonnant que la fin d'autonomie de l'avion coïncide aussi bien avec un avion qui atteint Broken Ridge ici. Trop bien même. Et sur ce point, l'auteur dit que l'autonomie en carburant correspond et qu'il pouvait atteindre sa zone, mais il faut faire remarquer qu'il n'apporte aucun calcul de carburant pour qu'on puisse le vérifier. Alors que Patrick Blely et Jean-Luc Marchand ont tenu compte d'une trajectoire bien précise et ont également fait des calculs de carburant bien précis pour prouver leur trajectoire. Mais surtout, l'avion aurait ensuite tourné donc vers l'est, comme on le voit, après le 6e arc, soi-disant pour suivre la faille
sur 420 km après le 7e arc. Et donc l'avion aurait potentiellement, dans un premier temps, il s'intéresse à ça, plané depuis le 7e arc. L'avion aurait plané sur 420 km. C'est beaucoup, beaucoup trop même. Et même impossible. Au mieux, on peut espérer qu'il pouvait planer sur 200 km, et encore, si on considère que l'avion était déjà relativement haut, c'est-à-dire vers le niveau 400, mais guère plus. Line le reconnaît. Et c'est pourquoi il considère que sa théorie suppose que l'avion n'est pas tombé à court de carburant juste après le 6e arc. Alors, pourquoi pas? Je veux bien être ouvert à cette éventualité. Et on verra plus loin pourquoi il envisage cette possibilité. Voyons maintenant l'étude du BFO que peut faire Line pour prouver le fait que l'avion a bien tourné vers l'est. Line utilise le BFO pour démontrer que sa route vers l'est est plus pertinente qu'une route vers le sud. Alors, il tente de prouver que son modèle permet d'affirmer que les considérations officielles sur les 2 derniers BFO, au 7e arc, ne sont pas crédibles. Pour cela, il utilise principalement 2 arguments. Son étude, que l'on va détailler après, et les affirmations de Larry Vance dans son ouvrage, tendant à montrer que l'avion était piloté avec des moteurs qui n'étaient pas à court de carburant au moment de l'amérissage. Alors, la méthode de Line sur le BFO. Line utilise l'effet Doppler compensé de la composante de déplacement horizontal. Là, ça va être un petit peu technique, donc je vous invite à essayer de me suivre. C'est en effet la façon dont fonctionne le SDU, qui est le Satellite Data Unit, qui est donc le système qui va gérer la connexion avec le satellite au niveau du SATCOM dans l'avion. Donc c'est en effet la façon dont fonctionne le SDU pour calculer le BFO et définir ainsi la fréquence avec laquelle il envoie ses signaux vers le satellite. Il confirme qu'un déplacement vertical de l'avion, en l'occurrence ici une descente ou un piqué, affecte le BFO, puisque la composante verticale n'est pas compensée par le SDU, ce qui est exact, car le SDU travaille en fait en 2 dimensions. Je m'explique. La position réelle de l'avion par rapport au satellite est la suivante. On va prendre cet exemple-là. On constate que le satellite a une certaine altitude, qui est de l'ordre de 36 km, au-dessus de la surface. Et l'avion en croisière a aussi une certaine altitude, qu'on ne connaît pas avec certitude dans le cas du MH370 lors de ses échanges avec le satellite. Il faut le noter. Mais le SDU utilise, on l'a dit, des coordonnées en 2 dimensions du satellite, qui est la position nominale du satellite. Et il utilise la position également de l'avion, qui est la position GPS. La distance que le SDU en déduit est donc cette courbe que l'on voit sur la surface terrestre. Et vous voyez bien que ça n'est pas la même chose que la distance directe avec le satellite. Et que par conséquent, si l'avion descend, il y a une composante de vitesse, on va appeler la composante verticale de la vitesse, qui n'est pas prise en compte par le SDU. C'est parce qu'elle est considérée comme négligeable dans le fonctionnement du SDU et des échanges avec le satellite que ça a été fait ainsi. Mais dans le cas du MH370, pour les calculs au 7e arc, eh bien ça a son importance. Ces 2 derniers BFO comportaient des écarts importants avec les précédents, ce qui a amené les enquêteurs à les invalider, notamment dans leur étude bayésienne. La méthode bayésienne, sans entrer dans les détails, est une méthode statistique qui a été utilisée pour évaluer les portions d'arc sur le 7e arc qui avaient le plus de chances d'avoir vu passer l'avion. Alors, elle a servi de base à la définition de la première zone de recherche qui s'est avérée infructueuse. Mais pour un paramètre que Line n'évoque pas dans son étude, à savoir considérer que personne n'était aux commandes à la fin, les enquêteurs ont fait ici une hypothèse, car rien ne permettait d'affirmer que l'avion à la fin n'était pas piloté. Line est davantage partisan d'une fin de vol pilotée. Alors lui et moi, on se rejoint au moins sur ce point, et sa critique des choix faits par les enquêteurs dans son étude, je la partage sur bien des aspects. Line confronte donc 2 modèles de fin de vol différents. Le modèle qui va appeler up-down, que l'on a à gauche, est celui privilégié par les enquêteurs
et son modèle à droite, qui est le modèle Declination. Avant d'expliquer ces deux modèles, petite explication pour comprendre le paramètre BFO et notamment le dernier qui est de moins 2 Hz. Plus on est proche de 0, plus cela signifie que la vitesse sol est faible. Je simplifie ici un peu la compréhension. Si c'est positif, l'avion s'éloigne du satellite. Si c'est négatif, il s'en rapproche. C'est très simplifié ce que je dis, c'est pas tout à fait exact, mais je simplifie un peu ça. Un BFO de moins 2 Hz laisse donc supposer une vitesse sol très faible. De ce fait, la composante verticale de la vitesse serait donc importante. D'où l'interprétation des enquêteurs que l'avion était à cet instant précis avec un taux de descente très élevé. Ils en ont déduit que personne n'était aux commandes et que l'avion était donc en piqué non piloté. D'où le dessin que l'on voit du modèle avec un avion à la verticale. Un peu excessif comme dessin, mais très expressif. Cela voulait dire que l'avion se serait écrasé très proche du 7e arc, si on suit la théorie officielle. Or, les recherches n'ont rien donné, ce que fait noter Vincent Line justement. Et je suis parfaitement d'accord avec lui, puisque c'est ce que je ne cesse de dire depuis le début, que l'on fait fausse route. Et l'échec des recherches proches du 7e arc ne fait que me confirmer dans ce que je dis depuis des années. Dans son modèle, Line considère que l'avion n'est plus au cap sud entre le 6e et le 7e arc. Ça, c'est déjà une grosse différence. Il fait des calculs de vitesse et nous dit que l'avion aurait dû avoir une vitesse de 829 km/h. Cela fait environ 445 nœuds. Alors, dans certains endroits, il nous parle même de plus de 1000 km/h. Alors, ça n'est pas une vitesse incompatible, là, dans le cas de 445 nœuds, c'est pas incompatible pour un Boeing 777, d'autant plus à haute altitude. Pour lui, elle est incohérente, et cela prouve que l'avion a tourné vers l'est, ce qui vient le conforter dans son idée d'avoir une trajectoire qui vient rejoindre le sud de Penang, le long de Broken Ridge. Il est en effet exact qu'en virant vers l'est, la distance entre le 6e arc et le 7e arc est plus faible. Et pour satisfaire cela, il faudrait que le BFO soit cohérent. Toute la démonstration de Line est alors de prouver que justement c'est le cas. Il étudie plusieurs routes entre le 0,90 et le 180, donc en gros entre l'est et le sud, pour évaluer comment le BFO, calculé par le SDU avec la compensation horizontale, évoluerait en fonction d'un angle de descente de l'avion. Et sur cette partie, il n'est pas évident que l'on parle d'angle de descente par rapport à l'horizontale de l'avion, mais plutôt d'un angle par rapport à un axe de l'avion par rapport au satellite. C'est là que c'est un peu compliqué à suivre. Et j'ai mis du temps justement à comprendre sa logique là. D'où ce graphique où l'on voit l'échelle des BFO à droite, et dans le graphique suivant, on a les BFO que l'on devrait avoir en fonction de la déclinaison, à ne pas confondre avec la déclinaison magnétique. Cette déclinaison est plutôt l'angle par rapport en fait, à la verticale de l'avion. En gros, si on a un BFO de 0, cela signifie que l'on a une vitesse de rapprochement nulle et que l'avion a une vitesse nulle. Et donc pour Line, qu'il est en piqué. Sauf que on peut parfaitement avoir une vitesse de rapprochement nulle si on vole à 90 degrés du satellite aussi. Mais après une longue discussion avec Jean-Luc Marchand pour tenter de comprendre la méthode de Line, il s'avère que c'est plus complexe que ça. Le satellite, étant sur une trajectoire qui descend vers l'équateur, a une vitesse importante par rapport à celle de l'avion. Il se déplace plus vite. Et donc, le BFO ne peut pas être nul. Il semblerait donc que Line n'ait pas pris en compte le déplacement du satellite dans ses calculs, dans sa théorie. La démonstration de Line visant à prouver que la théorie officielle est erronée me paraît relativement bancale sur plusieurs points. Pourtant, je suis d'accord sur le fait que les enquêteurs ont fait fausse route sur les recherches au niveau du 7e arc, et en considérant que les deux derniers BFO sont la preuve de ce qu'ils avançaient, que l'avion était quasiment en piqué. Mais moi, je considère qu'ils ont fait fausse route, mais pas pour les mêmes raisons. Cette démonstration repose davantage sur une volonté de faire coller une trajectoire à son hypothèse, que le pilote aurait volontairement visé Broken Ridge
mais la trajectoire n'est pas convaincante. Line considère que les enquêteurs ont mal interprété ces dernières données BFO et que leur conclusion est incorrecte. Dans une des études justement, il va comparer les deux théories pour nous prouver que la sienne est la bonne. Ça reste très subjectif. D'abord en affirmant que si l'avion avait continué tout droit vers le sud, sa vitesse entre l'arc 6 et 7 aurait pu même atteindre jusqu'à 1024 km/h. Ce qui est totalement inexact selon moi, on l'a dit déjà tout à l'heure. Mais l'interprétation qu'il fait des travaux de Holland, un autre chercheur sur les données satellites, est selon moi aussi incorrecte. Pour lui, vu que la vitesse sol est quasi nulle, cela signifie que l'avion est donc en piqué dans cette étude. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que la vitesse de rapprochement avec le satellite est proche de 0 que cela veut dire que sa vitesse est nulle. Comme je l'ai dit, on peut avoir une vitesse de rapprochement nulle avec une trajectoire à 90 degrés de la ligne avec le satellite. Néanmoins, son étude de la déclinaison est intéressante et ces schémas sont, on va dire, intéressants car ils viennent éclairer un point que j'avais eu du mal à comprendre dans ses études précédentes. Parce qu'au début, j'avais du mal à comprendre sa théorie de la déclinaison. Mais il y a un point qui me dérange dans son étude à réfléchir en angle de déclinaison. Pour bien comprendre de ce dont on parle, regardons ce dessin. On a ici un angle de 38,8 degrés. C'est l'angle relevé par le BTO. Quand on parle de BTO, je parle souvent de distance par rapport au satellite. Mais en fait, cette distance est souvent convertie en angle par rapport au plan horizontal avec le satellite, car ça permet à des mathématiciens de plus facilement poser certains calculs et équations. Je ne rentre pas plus dans le détail. À partir de cette position, on a l'avion qui fait un certain angle par rapport au plan horizontal. C'est justement l'angle de déclinaison. On pourrait penser que c'est l'angle de descente de l'avion à cet instant. En fait, pas du tout. Il faut prendre ce plan horizontal par rapport au satellite. Si j'ajoute la courbure de la Terre, juste pour visualiser, il faut bien comprendre que si l'avion est en palier, donc à une altitude stable, eh bien il sera parallèle à cette courbure terrestre qui est juste en dessous de lui. Donc, un angle de déclinaison encore bien plus grand que ce que l'on voit sur ce schéma. On voit ici ce schéma-là. On a donc un angle de déclinaison beaucoup plus grand. Sur cet autre dessin, Line fait bien apparaître le plan non-Doppler, qui est perpendiculaire. Mais le dessin de l'avion est avec un angle de déclinaison trop fort ici. C'est certainement à des fins d'illustration, je pense, qu'il a fait ça. Il faut bien comprendre que le Doppler actuel est calculé par le SDU, en prenant la distance jusqu'au satellite, considérant que celui-ci est à la surface de la Terre. Donc c'est un calcul sur une trajectoire courbe, puisque la surface de la Terre est courbe. N'en déplaise aux platistes. Ce dessin que l'on a ici résume tous les angles et distances. Mais il faut le corriger si l'on veut avoir une idée plus réaliste de l'avion. Plus on s'éloigne du satellite, plus la courbure de la Terre est prononcée. Et donc l'avion va progressivement augmenter son angle de déclinaison. Donc avoir un angle de déclinaison élevé est aussi logique, mais trop élevé ne l'est pas non plus. Être proche des 90 degrés n'a aucun sens si l'avion s'éloigne du satellite. Donc dans un sens, je suis d'accord avec ce que considère Line sur ce point. Cependant, j'émets de sérieuses réserves quant à cette façon de réfléchir au problème du MH370 sur ce point. D'abord, on ne connaît pas la route exacte de l'avion au moment de la transmission. Donc en déduire un angle de déclinaison est totalement illusoire selon moi. Au mieux, on peut estimer celui-ci en fonction de certaines caractéristiques de vol et hypothèses. Je m'explique. Considérons que l'avion est en palier, ce dont on n'est absolument pas certain à cet instant-là. On aura l'avion qui fera un certain angle par rapport à l'axe Doppler. Et donc, on peut en déduire, en effet, l'angle alpha que l'on voit ici, qui est l'angle de déclinaison. Donc là, je suis d'accord qu'on peut faire ça. Si l'avion est en descente, cet angle alpha va forcément varier, mais pas non plus de manière exorbitante, comme on peut le voir sur la flèche bleue. Ce que je veux vous faire comprendre et prendre conscience ici, c'est que l'on n'a aucun moyen de savoir comment l'avion descend. Alors, comment peut-on prétendre
connaître l'angle de déclinaison et affirmer qu'il est fiable. Désolé, mais j'ai beaucoup de mal avec cette logique mathématique qui sur le papier fonctionne, mais qui est inapplicable en réel dans le cas du MH370. Et c'est bien cette approche qui me dérange dans les études de Line, qui accorde bien souvent trop de confiance à des chiffres que l'on ne peut pas prouver. Alors oui, le modèle up and down ne peut pas être correct, je suis d'accord avec lui, mais son modèle reste très sujet à interprétation aussi, il faut le reconnaître. On va parler maintenant d'une grosse erreur que commet Line sur le dernier handshake. Donc j'ai noté une grosse erreur technique que commet Line concernant le dernier handshake avec le satellite. Il explique qu'avec la perte des moteurs, la rate est déployée, c'est cette petite éolienne. C'est vrai, mais il dit que c'est le déploiement de la rate qui déclenche la reconnexion au satellite. Et ça, c'est totalement faux. La rate n'alimente absolument pas le système SATCOM. En fait, c'est l'APU qui est aussi allumée quand la rate est aussi déployée de manière automatique. Donc l'APU est démarrée en même temps et c'est l'APU qui va réalimenter le SATCOM et déclencher ce fameux handshake, cette reconnexion, et pas la rate. Il y a là la preuve d'une méconnaissance du fonctionnement électrique du Boeing 777 par Vincent Line. Line considère que le déploiement de la rate aurait été fait manuellement pour trouver une explication du dernier ping qui ne serait pas dû à une panne sèche en carburant. L'idée est intéressante, mais la rate n'est pas le bon exemple. C'est du côté de l'APU qu'il faut se tourner pour ça, et c'est justement une possibilité qui a été envisagée par Patrick Blahy. Mais Line ne va pas suffisamment loin sur ce point, certainement par manque de connaissances techniques sur l'avion. Il faut reconnaître que ça n'est pas son domaine de compétence. De plus, la simple action d'allumer manuellement l'APU n'aurait pas entraîné une coupure électrique du SATCOM. Si d'autres sources électriques sont disponibles, allumer l'APU n'aurait aucune incidence sur le fonctionnement électrique de l'avion. Il faudrait déconnecter les sources normales, à savoir les IDG, pour forcer ainsi le LMS à basculer la source d'alimentation du SATCOM sur l'APU. Donc l'hypothèse est intéressante, mais l'explication technique n'est pas correcte. Et si l'on va plus loin, il y a un autre élément qui vient mettre à mal son hypothèse, comme l'a fait justement remarquer Patrick Blahy. C'est l'absence de connexion du système IFE au 7e arc. Alors je vous renvoie vers la vidéo du 6e épisode de ma série sur les pannes du MH370 que j'ai publié il y a quelques jours seulement. Lors de la reconnexion du SATCOM dans le détroit de Malacca, le système s'est bien connecté au réseau satellite, le système IFE. Et on en a la confirmation dans le log Inmarsat. Parce que le sous-système EPESC de l'IFE était bien alimenté. Or, lors de la reconnexion au 7e arc, l'IFE ne s'est pas enregistré sur le réseau Inmarsat. C'est une différence avec la reconnexion que l'on avait dans le détroit de Malacca. Et Vincent Line a complètement négligé ce détail. Alors pourquoi est-ce si important ici ? Parce que pour que l'IFE se logue sur le réseau, le PESC, ce sous-ensemble de l'IFE, doit être alimenté. Sauf si le LMS le déleste parce qu'il n'y a pas suffisamment de sources d'alimentation électrique. C'est la seule explication où on peut expliquer que le LMS déleste l'alimentation de l'EPESC. Si on reste dans la théorie de Vincent Line, où les moteurs fonctionnaient encore au 7e arc, cela veut dire que l'on a les deux IDG des moteurs, les deux générateurs qui fonctionnent. Donc, il n'y a aucune raison pour que le LMS décide de délester le PESC dans un tel cas. Donc, on aurait dû avoir l'IFE qui aurait dû apparaître sur le log d'Inmarsat, si on suit le raisonnement de Vincent Line. Et ça n'est pas le cas. L'absence de connexion de l'IFE au 7e arc montre que l'avion, à cet instant précis, ne disposait plus que d'une alimentation limitée, à savoir très probablement l'APU uniquement. Et la rate n'a aucune incidence là-dessus, puisqu'elle ne fait pas partie des sources d'alimentation de l'EPESC. Alors, je vous l'accorde, c'est technique, mais c'est factuel.
Voyons maintenant le cas de comment Vincent Line déconstruit la théorie officielle. Dans plusieurs études, Line tente de démontrer que Breckenridge est bien compatible avec la dérive des débris, ainsi que d'analyser des sons captés par des hydrophones. Selon lui, l'enquête a ignoré des preuves cruciales, et notamment le dégât sur le flaperon. Je suis d'accord, mais ils l'ont interprété différemment, il faut reconnaître. Là où je suis moins d'accord, c'est quand il dit que l'enquête s'est basée sur une analyse objective. Alors là, pas tout à fait. Parce qu'ils ont complètement rejeté la possibilité d'un acte volontaire à la fin du vol. Pourquoi ? Dans le but de simplifier les paramètres des équations et de délimiter une zone possible. Alors oui, les enquêteurs ont eu une analyse biaisée dès le départ, et leur hypothèse s'est avérée visiblement inexacte, puisque les recherches n'ont pas permis de trouver l'avion dans cette zone-là. Mais ils auraient pu avoir raison, il faut le reconnaître. Il faut aussi considérer ça. Mais ça n'est pas une analyse objective, ça a été subjectif, on a fait un choix de considérer que l'avion n'était pas piloté à la fin du vol. Voilà. Donc pour Vincent Line, il n'y avait aucun raisonnement logique à une trajectoire plein sud jusqu'à la panne de carburant. Bon, ce qui peut être vrai, ce que les autorités ne se sont jamais clairement prononcées sur les arguments pris en compte pour considérer leurs hypothèses. Il faut le reconnaître. Même si on arrive à comprendre leur logique, ils sont toujours quand même restés assez vagues sur leurs arguments. Pour Line, il faut que l'on prenne en compte cette possibilité, et l'échec des recherches est justement un argument en ce sens. Ce à quoi je suis tout à fait d'accord, puisque je ne cesse de le répéter. Je suis toutefois relativement d'accord sur le fait que la théorie officielle peut facilement être déconstruite. Et le tableau comparatif qu'il propose est plutôt intéressant, même si je relativiserai la confiance dans la prise en compte de cette source sonore dont on va parler un peu après, mais aussi dans les études de dérive de débris. Je partage à 100% une de ces conclusions, disant que l'explication officielle du dernier uncheck, qui serait lié à une panne de carburant, doit être réévaluée compte tenu de l'échec des recherches. Mais sur la base de ces nouvelles hypothèses, à Vincent Line, là je serais moins d'accord. Cela dit, si ça permettait aux enquêteurs de reconnaître que les hypothèses qu'ils ont prises jusqu'alors n'ont rien donné et qu'ils acceptent de voir au-delà, ça serait déjà une reconnaissance implicite que cet avion aurait pu être piloté à la fin. Et ça fait des années que je me bats pour changer le point de vue des enquêteurs sur ce point. Donc oui, là-dessus, je rejoins Vincent Line sur ce point. Mais la démonstration, pour moi, elle n'est pas convaincante. Dans un autre rapport, Line tente de nous démontrer que l'avion s'est éloigné du 7e arc en prenant plusieurs hypothèses. On définit encore des hypothèses. Il définit des zones de couleur, que vous voyez là, en fait. Et ramené au 7e arc, cela donne en fait le dessin que l'on voit ici. Quelques précisions sont toutefois nécessaires pour comprendre la logique de Vincent Line que l'on a ici. La zone qu'il préconise est dans la zone verte, qui donne une moyenne de 350 nœuds. Mais quand on regarde cette zone, on est très à l'est du 7e arc, alors que l'on a toujours considéré que l'avion n'avait pas pu s'éloigner énormément. Donc, tout de suite, quand je vois ce dessin-là, moi, ça m'interpelle. En fait, il considère ici que l'avion a pu voler et planer, accrochez-vous bien, 45 minutes après le 7e arc. Demandez à un pilote s'il pourrait planer plus de 40 minutes avec un Boeing 777, il vous dira que c'est totalement irréaliste. Il va considérer ici plusieurs scénarios, et le seul qui peut correspondre est bien entendu le sien, le plus plausible selon lui. Forcément, tout correspond puisque ces hypothèses ont été faites de sorte que ça se recoupe. J'appelle cela faire coller les données à ce que l'on veut. C'est totalement arbitraire. Pas étonnant que ça le conforte dans son idée. Ça ressemble davantage à un plaidoyer pour mieux asseoir sa théorie, qui est basée sur des hypothèses très subjectives, et dont les sons acoustiques que l'on a relevés ne peuvent absolument être confirmés comme étant provenant du MH370. Dans une autre étude, Line reprend le signal acoustique dont nous avons parlé ici, mais il étudie uniquement les directions de ces signaux. Explication. Sur cette image, vous avez donc deux lignes rouges. Ce sont les directions
de détection de deux signaux. Le son dont nous avons parlé précédemment, c'est celui qui a la direction vers le nord-ouest. Alors forcément, la direction officiellement reconnue ne correspond pas à la théorie de Line. Si en tout cas elle venait vraiment du MH370, ce dont on n'est pas du tout certain. Raison pour laquelle il n'avait pas pris cette information. Donc c'était totalement arbitraire. Mais pour Line, c'est la source sonore qui provenait de l'ouest qui présenterait un intérêt. Sa direction pourrait correspondre à sa théorie de l'intersection avec le sud de Penang et Brockenridge. Et donc pour lui, l'avion serait là. Alors, ça me paraît bien peu probable, d'autant qu'il affirme démontrer que le son venait vraiment de l'avion. Je ne suis pas du tout d'accord que l'on puisse affirmer une telle chose avec autant de certitude. Son étude ne me prouve absolument pas que ça vient vraiment de l'avion. C'est hautement subjectif. Il n'a jamais été prouvé qu'un impact d'avion pouvait créer une onde acoustique détectable par de tels systèmes. Même si, nous l'avons déjà vu dans une étude précédente de Kadri, ça semblait pouvoir nous démontrer que cela était possible. Mais rien n'est pour l'instant prouvé. Pour Line, aucun autre son ne peut correspondre, comme il dit. Il n'y a pas de plan B. C'est un peu présomptueux de considérer une telle chose, surtout si le son s'avère ne pas provenir en réalité du MH370, ce qu'il semble refuser de considérer. La trajectoire dans le simu du commandant de bord. Je rappelle qu'on a retrouvé des informations sur le simulateur du commandant de bord. Line laisse entendre que ce qui a été retrouvé dans ce simulateur chez lui avait un but de planification. Alors, je suis assez d'accord avec ça, hein, c'est aussi ce que Patrick Blely considère, même si je considère que ce n'est pas un élément de preuve suffisant, mais c'est un élément. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec sa façon d'utiliser ces données du simulateur. On va voir pourquoi. Il utilise une trajectoire provenant du simulateur du capitaine. J'ai bien dit une trajectoire. Et c'est une très grosse erreur. Ça n'est pas une trajectoire qui a été retrouvée dans le simulateur de Zahari Hamadsha, mais des points. Zahari a déplacé son avion à cette position, mais ça n'était pas très précis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Line prend une trajectoire qui est en fait des points qui ont été reliés de manière totalement arbitraire par les enquêteurs de la police malaisienne. Alors cela fait croire sur le papier que le pilote a suivi cette route, mais en fait, pas du tout. Il n'a jamais volé ce trajet. Il a seulement défini des points de départ pour sa session de simulateur de vol. L'interprétation de Line est totalement erronée, d'autant que les points retrouvés sur les simulateurs sont en plus non pas sur Brockenridge, mais plus au sud, et bien plus au sud de Brockenridge. Brockenridge ne fait que passer sur cette ligne qui relie deux points retrouvés dans le simulateur. Mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, on peut affirmer que le pilote a suivi cette trajectoire. Ces points, je le répète, sont des points de départ de session de jeu. De la même manière, je vous mets un écran sur Flight Simulator, je mets un point, je veux commencer ici, je clique ici, je mets mon avion, je lance le jeu, et c'est les coordonnées de ce point-là qui sont enregistrées. Mais ce qui est fait ensuite, ça n'est pas enregistré. On ne sait pas quelle est la trajectoire qu'il a fait ensuite. Donc on est incapable de savoir qu'est-ce qu'il a fait après ces points-là dans son jeu. Il faut être bien conscient de cela. C'est, selon moi, la plus grosse erreur de Line dans ses études qui vient discréditer son travail. Et pourtant, Line y consacre une étude complète dessus. Alors selon lui, la trajectoire retrouvée dans son simu était de permettre un calcul précis du carburant. C'est totalement faux, pour deux raisons que je vais expliquer ici. D'abord, il nous explique que ce vol a été fait sur un modèle de Boeing 777-200 LR. Or, le MH370 était un Boeing 777-200 ER. Comme il le fait justement remarquer, ça n'est pas le même modèle, car les masses ne sont pas les mêmes et la version LR, qui est la version long range, emporte un réservoir de carburant dont la version ER ne disposait pas. Mais surtout, ces deux versions n'ont pas les mêmes moteurs.
La version ER du MH370 a des moteurs Rolls-Royce, alors que la version LR a des moteurs General Electric. Il faut donc corriger les calculs de carburant, comme il le dit. Mais ça reste une étape assez fastidieuse, bien qu'un pilote averti comme Zaharie Amatcha soit tout à fait capable de le faire. Il s'interroge sur la raison pour laquelle Zaharie aurait pris une version LR et non ER, et c'est selon lui pour brouiller les pistes et ne pas laisser de traces qu'il ait pu faire cela avec une version ER comme le vrai avion. En fait, la raison elle est totalement différente. À l'époque, en 2014, Zaharie Amatcha utilisait la donne pour Flight Simulator X de PMDG, le PMDG 777. C'était la version la plus sophistiquée qu'on avait à l'époque et la plus réaliste en termes de système, de consommation en carburant et de comportement de l'avion. Sauf que cette version de PMDG à l'époque ne reproduisait que deux versions du Boeing 777, la version LR et la version F pour Freighter, c'est-à-dire la version cargo. Je le sais, je l'avais aussi, cette version. Il n'y avait pas de Boeing 777-200 ER en version PMDG à l'époque. Là voilà tout simplement la raison. Ça aurait été bien que Line se renseigne avant d'émettre une supposition hasardeuse et totalement fausse. La deuxième raison, ce n'est pas une trajectoire qu'on a retrouvée dans le simulateur du Captain, comme j'ai dit, mais des points. Line nous fait des calculs de distance précis, considérant que Zaharie Amatcha a suivi la trajectoire que l'on voit sur l'image ici. C'est faux, faux et faux. Toute son étude se retrouve totalement faussée à cause de cette erreur de compréhension, ce qui vient décrédibiliser tout son travail. Mais le pire, c'est qu'il va encore plus loin en affirmant, et là c'est quand même fort, que les distances entre celles simulées sur le simulateur et celles observées sur le MH370 le jour de sa disparition sont identiques. Ah là c'est fort. Alors, dans le détroit de Malacca, on aurait la distance identique entre Kuala Lumpur et le point d'Oten, et entre Igari et jusqu'au point de virage au nord de l'Indonésie. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu comment il s'est trituré le cerveau pour trouver ce truc-là. Alors là, c'est une analyse totalement arbitraire. Parce qu'on ne sait pas exactement à quel endroit le MH370 a tourné vers le sud, déjà. Et Line nous trouve une distance précise, accrochez-vous bien, au kilomètre près. Oh, non mais sérieux, soyons sérieux quoi. Les distances sont certainement bonnes, je ne les ai pas vérifiées, mais c'est juste parce qu'il a fait en sorte de trouver visiblement cette même distance. Selon lui, cela sous-entend que le pilote a tellement bien planifié son acte qu'il avait prévu exactement la même distance, au kilomètre près. C'est hautement improbable, et notamment parce que le jour J, il ne maîtrisait pas certains paramètres, notamment celui du moment où le contrôle aérien allait le lâcher en fréquence. Déjà, c'est-à-dire que le point de départ au niveau d'Igari, il ne le maîtrisait pas. Ce que Line trouve ici est une coïncidence qu'il a en fait lui-même créée. Mais il va encore plus loin. La trajectoire simulée retrouvée selon lui dans le simu fait 4958 km jusqu'à son point PL Hall, qui est son point d'aboutissement, l'endroit où il considère que l'avion se trouve. Et étonnamment, sa trajectoire qu'il défend fait la même distance, accrochez-vous bien là encore, au kilomètre près. Ah, il est fort. Je trouve il est très fort quand même, Line. Sauf que là aussi, c'est une très grosse erreur de sa part pour encore deux raisons. D'abord, la trajectoire que donne Line ne correspond pas à ce que le pilote a fait dans le simulateur, contrairement à ce qu'il prétend. Le point d'Oten est un point que Zaharie a défini manuellement dans Flight Simulator pour débuter une session de jeu. Mais le trait de la soi-disant trajectoire du simulateur n'est pas du tout, comme on l'a dit, ce que Zaharie a suivi lors de ce vol. D'abord parce que Flight Simulator enregistre le point de départ de la session de jeu, je réinsiste encore là-dessus, raison pour laquelle on a retrouvé ce point. Mais ensuite, Flight Simulator n'enregistre pas la trajectoire de l'avion lors de la session. Rien ne permet de connaître ce que le pilote a fait ensuite. On a juste son point de départ, j'insiste à nouveau là-dessus, c'est tout. Les autres points que l'on a complètement au sud sont là encore les points de départ de deux sessions de jeu qu'il a fait juste après. Déjà, si on regarde l'heure de ces points, ça montre qu'il était techniquement impossible que ça soit le même vol,
car le temps est bien trop court entre ces différents points pour effectuer une telle distance même au simulateur. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le trait qui relie Dotun à un des points vers le sud a été, je le redis, fait arbitrairement par l'équipe d'enquêteurs qui ont juste relié ces points. Ce qui laisse croire que c'est une trajectoire réellement identifiée, alors que ça n'est pas le cas en réalité. Et Line n'a pas compris cela et ça invalide complètement son étude ici. Deuxième raison, Line ne cesse de nous dire que cette trajectoire passe pile là où il prétend que l'avion se trouve et que c'était la destination souhaitée du pilote. Déjà, c'est impossible à prouver, mais surtout, ça ne correspond pas à l'endroit où les points au sud se trouvent. En réalité, les 2 derniers points retrouvés dans le simulateur sont bien plus au sud de Brockenridge, comme le montre l'image, comme on le voit ici. C'est donc simplement une coïncidence, et Line y voit une confirmation de ce qu'il pense, car il considère que le pilote a vraiment suivi ce trait. Alors je vous ai dit juste avant que ça n'était pas le cas. On a donc une étude qui est, sur cette partie-là, qui est complètement faussée, sur laquelle Line va s'appuyer pour valider une fois de plus sa théorie. Voilà pourquoi il est important de bien comprendre les données avec lesquelles on travaille, car sinon, vous vous fourvoyez dans une théorie bancale. On va maintenant parler du Jorn, brièvement. Line affirme que toutes les preuves confirment un scénario d'un avion là où il prétend que l'avion se trouve, et que la trajectoire aurait été définie pour éviter le radar Jorn. Quelle preuve déjà? De quelle preuve on parle? Désolé, mais je ne vois aucune preuve, si ce n'est des théories dans tout ce qu'il nous dit. À savoir que, déjà, le Jorn, c'est quand même assez bancal comme piste. Déjà parce que ça voudrait dire que le pilote a pensé qu'il y avait un radar Jorn, et donc on pourrait le détecter. Mais quand on regarde la fin de la trajectoire de l'avion, en fait, il est en plein visiblement dans la trajectoire du Jorn, sauf qu'on sait que le Jorn n'était pas actif cette nuit-là. Mais le pilote aurait planifié une trajectoire qui va un peu à l'écart pour éviter la détection. Mais de toute façon, dans la dernière partie, pour aller sur le point d'aboutissement que nous donne justement Line, en théorie, il aurait été détecté. Alors ce qu'il nous dit, c'est que l'avion serait descendu pour ne pas être détecté par le Jorn. Et là encore, mauvaise compréhension de comment fonctionne un Jorn. Le Jorn, c'est pas comme un radar habituel où on peut descendre pour passer sous la détection du radar. Parce que un radar classique se retrouve aveuglé par l'horizon. Si on est derrière l'horizon, si on est suffisamment bas, le radar ne vous verra pas. Le Jorn, c'est complètement différent. C'est une onde qui va être réfléchie par la ionosphère, donc qui va arriver par le dessus. Ce qui veut dire que votre avion, qu'il soit à haute altitude, à basse altitude, en théorie, votre Jorn, il va le voir. Donc suggérer que l'avion serait descendu pour passer sous la couverture radar du Jorn, là encore, c'est une mauvaise connaissance de comment fonctionnent ces radars transhorizons. On va parler maintenant de l'analyse de Line sur la dérive des débris. Alors, Line nous parle d'un débris qui a été détecté, qui fait 22,5 mètres par 13 mètres, identifié par le satellite chinois Gaofen 1, à minuit le 18 mars 2014. Alors, je ne considère pas ce débris comme fiable, pour une raison très simple, c'est que les dimensions ne sont pas compatibles avec un avion qui aurait améri. Il est hautement peu probable qu'une pièce de cette taille flotterait 10 jours après la disparition de l'avion, déjà. Par contre, une analyse des anomalies selon la méthode d'algorithme de débris que réalise Line ici peut être intéressante. Le problème est que Line a restreint cette étude à sa zone, alors que ça pourrait être intéressant de voir peut-être plus au sud, plus à l'ouest, notamment vers la zone de Patrick Blely et Jean-Luc Marchand. Ça peut être une méthode qui peut être intéressante. Et regardez l'évolution sur plusieurs jours pour voir si ça peut correspondre au courant, tout en comparant avec les zones de recherche aérienne pour voir si ça avait été couvert en fonction des jours de recherche. Ça peut être aussi intéressant de le voir aussi comme ça. Alors là, il semble nous indiquer qu'une détection correspondrait à sa zone. De là à considérer que c'est une preuve tangible, comme il le considère, je n'irai pas aussi loin. D'autant que, contrairement à ce que considère Line, des débris provenant de sa région sont très à l'est et certains auraient forcément dérivé vers l'est de l'Australie dans ce cas. Or, aucun débris n'a atterri en Australie. Alors, intéressant qu'il ait regardé les détections dans les environs de la Réunion aussi,
entre le 10 et le 30 juillet pour essayer de voir dans les jours qui ont précédé l'arrivée de ce flaperon à La Réunion. Ça a été intéressant. Après, il faudrait que je compare en détail avec les zones recherchées par le CASA 235 de l'armée de l'air juste après la découverte du flaperon. Je les ai, ces zones-là, ce qui a été cherché jour après jour. Faudrait que je regarde, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je suis pas forcément convaincu, quoi. Une étude de Line qui est assez intéressante aussi, c'est le cas d'une lingette retrouvée en Australie. Dans cette étude, Line s'intéresse à ce débris qui a été retrouvé le 3 juillet 2014, soit 4 mois après la disparition du MH370. Ce débris pouvait en effet représenter un intérêt, étant donné qu'il s'agissait d'une lingette dans un sachet plastique avec l'inscription Malaysian Airlines. Donc, il n'y a pas 36 000 lingettes Malaysian Airlines qui ont pu atterrir quand même à cet endroit. Donc là, il nous fait une étude de dérive pour voir si cela pourrait correspondre au 7e arc, mais aussi à sa zone. Selon lui, la zone la plus susceptible de correspondre, c'est la sienne. Alors, toutefois, il reste prudent sur le fait d'attribuer réellement ce débris au MH370. Si l'inscription peut fortement suggérer sa provenance, il semblerait, je dis bien il semblerait, à prendre au conditionnel selon lui, que la couleur du logo étant noire correspondrait en fait à une version qui n'était plus utilisée à l'époque par la compagnie. Celle-ci ayant apparemment modifié le sachet avec une inscription rouge et bleue, et non plus noire d'après, soi-disant, les recherches de Line. Okay. Bref, Line en profite à nouveau pour appuyer sa théorie avec ce petit débris, sans pour autant considérer qu'à 100% ça vient bien du MH370. Là-dessus, il reste quand même un peu prudent. On va parler maintenant de cette aile qui aurait été retrouvée par un pêcheur australien. Donc, il étudie en fait ce débris retrouvé en octobre 2014 par un pêcheur australien qui s'appelle Christopher Olver et qui aurait remonté dans ses filets ce qu'il aurait décrit comme étant une aile d'avion au large de Rob. Alors, malheureusement, nous n'avons aucune image de ce débris qu'il aurait visiblement largué en mer parce qu'il ne pouvait pas le conserver sur son navire car il était apparemment trop gros. Ce qui est quand même bien dommage. Si on regarde la zone, donc on était ici. Line étudie cette piste en se posant la question si ça pouvait être une partie de l'aile du MH370. Alors, ce débris a été balayé complètement par les enquêteurs sans même y prêter attention au motif que ça pourrait être un débris de conteneur. Sans la moindre image, je trouve quand même un peu rapide de balayer comme ça. Sur le principe, voir ce que peuvent donner des études de dérive pour ça, pourquoi pas, mais plusieurs éléments me laissent dubitatif. D'abord, le pêcheur affirme avoir remonté la pièce via son filet. Donc cette pièce, visiblement, ne dérivait pas à la surface de l'océan. Ensuite, on n'a aucune idée de la taille de cette pièce. Et le pêcheur est toujours visiblement resté vague sur ce point, on n'a pas plus de précision. Quand on regarde la taille d'une aile de Boeing 777, franchement, j'émets certaines réserves. Alors certes, comme le démontre Line dans son étude, on a déjà de grosses pièces qui ont été récupérées à la surface, comme la dérive de l'Air France 447, ou encore un bloc de fusée, comme on a là. Mais une aile de Boeing 777, alors oui, certains débris laissent supposer un arrachement de l'aile droite du MH370 à l'impact. Line évalue d'ailleurs la flottabilité de l'aile qui aurait une position assez verticale, comme on peut le voir sur ce dessin. Alors, une telle étude est très sujette à interprétation selon moi, car on ne sait absolument pas dans quel état était cette aile. En déduire ensuite la proportion de courant marin et de vent qui aurait affecté la dérive de cette pièce est tout aussi subjectif. Mais là où Line est fantastique, encore une fois, c'est qu'il nous trouve des simulations de dérive qui correspondent à sa théorie en faisant partir le débris de son point d'intérêt, en jouant sur des paramètres d'accélération. Et là, il nous trouve que la pièce pouvait être à cet endroit-là. Il est très difficile de connaître les facteurs réels affectant une dérive d'un débris avec précision. Mais dans son cas, ça colle. Il est fort, il est très fort. Aucun débris n'a atterri sur les côtes australiennes et cette énorme aile aurait dérivé pendant 8 mois le long des côtes australiennes où il y a quand même une activité maritime non négligeable et sans que personne ne l'ait vue avant le mois d'octobre. Je ferai d'ailleurs noter
que la zone où ce débris a été retrouvé est située à environ 300 km d'une zone où un Cessna avait disparu en 1978. Avion qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvé, même encore aujourd'hui. Donc, la question que je me pose, c'est se pourrait-il que cette aile qu'il aurait retrouvée pourrait être l'aile du Cessna de Frédéric Valentich? Je vous renvoie vers une émission que j'avais d'ailleurs fait sur YouTube pour le Maybe Planet, où j'étais intervenu pour en discuter avec Pascal Fleischner et Jocelyn F. Keller. Bref, c'est une hypothèse. Vous allez me dire, 300 km pour un Cessna, c'est assez loin. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de radar. Le pilote devait aller vers King Island. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas où il a disparu. On a recherché dans cette zone et on n'a jamais rien trouvé. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le pilote était réellement dans cet endroit-là? Est-ce qu'il n'a pas dérivé plus à l'ouest? Pourquoi pas? Voilà, c'est une hypothèse. Je lance ça, mais je ne peux absolument rien prouver. Intéressons-nous maintenant à la trajectoire de Line. Line affirme que ses calculs mathématiques prouvent que la théorie officielle d'un crash après la panne de carburant ne tient pas la route. Alors c'est une façon de convaincre que lui a raison et que les autres ont tort, mais ce qui me dérange, c'est davantage l'aplomb avec lequel il défend sa théorie, insistant à plusieurs reprises dans ses rapports qu'il y a peu de doute sur le fait que l'avion soit là où il le prétend. C'est très présomptueux, et voire à la limite de l'arrogance, à force de le répéter sans cesse dans pratiquement chacun de ses rapports. Comme si sa méthode était infaillible. Or, on l'a vu, elle est loin d'être infaillible, puisque Line commet des erreurs d'analyse, on l'a vu, assez énormes à un certain moment. Line décrit notamment sa trajectoire qui est basée sur 3 points. Le fait, comme il dit, qu'il suppose que le point PL Hall est bien là où est l'avion. Il nous dit souvent ça, qu'il suppose que l'avion est là. Donc il le suppose. Forcément, c'est son hypothèse de départ. Donc il trouve tout simplement des éléments qui le confortent dans son idée. Ça n'est pas très scientifique pour moi. Je comprends la nécessité de faire des hypothèses dans cette affaire, mais affirmer que ça en devient une vérité, comme il nous le martèle, alors qu'il dit justement qu'il le suppose, vous comprenez pourquoi cela me dérange. Et donc je vais revenir sur les trajectoires qu'on a déjà un peu parlé. Il affirme avoir découvert que la route du MH370 a la même distance avec la route retrouvée sur le simulateur du Captain. Il nous sort donc un magnifique tableau que vous avez ici, montrant les 2 trajectoires qui font exactement la même distance, et c'est quand même très fort, on l'a dit, au kilomètre près. Trouvez-moi 2 trajectoires différentes pour obtenir la même distance en aviation au kilomètre près, avec un avion dont on ne maîtrise pas parfaitement le carburant pour savoir où il tombera à court de carburant, car vous ne pouvez pas prédire en plus les conditions de vent et de température le jour J. Alors sur une session de simulateur que vous allez faire 1 mois plus tôt, soyons sérieux quoi. La route de Kuala Lumpur jusqu'à son point sur le simulateur, qui est la trajectoire que l'on a rouge plus la portion en rose, fait visiblement la même distance que la trajectoire que l'on voit avec la portion rouge puis en jaune. Trouvez-moi un pilote qui arrive à reproduire une trajectoire qu'il a simulée 1 mois plus tôt au kilomètre près. Je vous autorise à l'appeler Dieu. Line a tout simplement fait aligner les paramètres de vol planifiés pour pouvoir dire « Regardez, cela prouve la préméditation ». Ça ne prouve absolument rien. C'est quand même gonflé d'utiliser cela pour rendre ses travaux crédibles. Bref, cette démonstration est tout simplement grotesque et selon moi, Line se discrédite complètement. Je vais traduire pour terminer une phrase qu'il donne dans un de ses rapports. Il nous dit « Une leçon clé pour toute théorie sur le MH370 est de ne pas devenir aussi obsédé par un seul aspect d'interprétation selon laquelle il exclut ou écarte tous les autres éléments de preuve potentiellement valables. » C'est pourtant ce que fait Line en étant obsédé dans sa volonté de prouver que tout ce qu'il dit est mathématique, au point où des hypothèses deviennent, au fil de ses études, des preuves. J'ai bien dit qu'il considère comme étant des preuves, parce que c'est bien le terme qu'il emploie. Donc oui, sa méthode me dérange. Même s'il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec lui, sa démonstration me pose beaucoup de problèmes, car elle est basée sur de nombreuses hypothèses et sur une volonté manifeste de prouver sa théorie. Je ne considère pas sa zone comme étant
représentant un intérêt pour le MH370. Il y a trop d'incohérences techniques, des interprétations incorrectes, des éléments difficilement démontrables. Bref, pour moi, tout ce travail, il faut vraiment regarder dans le détail avant de pouvoir revenir sur ce qu'on disait au début et d'avoir des articles de presse qui nous disent le mystère a-t-il été enfin résolu par un chercheur australien. Non, quand je prends en détail tous ces travaux, je suis désolé, je ne peux pas du tout adhérer à sa théorie et sa démonstration ne me convainc absolument pas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo assez longue, mais il fallait quand même que je vous détaille un peu tout ça. Il y avait quand même 18 études. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt.